bienvenue dans la pause fitness. Alors, ce podcast est réservé à ceux qui veulent améliorer leur nutrition, leur entraînement et aussi peut-être leur style de vie. Donc pour tous ceux qui me suivent depuis quelques temps déjà, vous pouvez me laisser une petite évaluation sur la plateforme de podcast de votre choix. C'est ce qui m'aide le plus. Allez, on démarre l'épisode. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors dans ce podcast, on va parler de régime vegan contre cétogène pour l'immunité. On va parler de est-ce que les multivitamines sont bons ou pas pour la santé, et surtout dans la santé pour les personnes qui ont un âge qui avance. On va voir aussi, enfin tout le monde a l'âge qui avance, image du corps chez les hommes, un article assez, une publication récente sur l'image qui a été observé chez les hommes, c'est un peu nouveau comme truc. Et voilà, alors avant de démarrer, j'ai lancé ce week-end le mini-guide sur les tractions. Alors c'est légèrement différent de ce que je propose d'habitude, donc il y a toujours une vidéo, à peu près 1 heure, un cours pédagogique sur comment faire des tractions et tout, là, pour le coup. Donc ça s'adresse vraiment aux personnes qui n'arrivent pas à faire une traction, ou alors qui arrivent à en faire une, mais qui n'arrivent pas à en faire en série, voilà. Donc c'est vraiment un guide pour passer de 0 à 10 tractions, et après de voir comment prendre des bras avec les tractions, de comment prendre du dos, etc. Donc tout est imagé, il y a des petites vidéos de mouvement, enfin c'est très complet. Chose nouvelle, c'est qu'avec vous avez un petit manuel, alors il est en PDF évidemment, que vous pouvez transporter partout avec vous sur votre téléphone, tablette, peu importe. Mais voilà, là il y a vraiment des explications en texte relativement poussées, on va dire, pour l'analyse de votre morphologie par rapport aux tractions et tout ça. Donc voilà, c'est légèrement différent, c'est accessible pour tous les VIP. Vous avez le lien dans les notes de cette émission. Donc si vous savez pas faire des tractions parce que vous avez honte ou autre, c'est le bon moment. Enfin honte de vous lancer sans savoir, parce que c'est souvent le cas, hein. J'ai remarqué en salle de sport, il y en a plein qui font pas de traction, ils savent même pas s'ils savent en faire parce qu'ils ont peur de se lancer et de pas réussir à en faire. Donc on va parler de tout ça, vous inquiétez pas, il y aura pas de problème. Et là, d'ici, on va dire à la fin du mois, vous êtes capable de passer plusieurs tractions d'affilée. Bref, sommaire du podcast, je l'ai déjà dit. Donc on va voir le premier sujet, donc Dunkin' Donuts, un procès qui pourrait changer la donne. Alors nous, on le voit, je sais pas si on l'a en France, en tout cas moi dans le sud de la France, je l'ai pas vu, mais c'est une franchise, hein, Dunkin' Donuts, qui est très connue aux États-Unis. Donc dernièrement, un procès de 5 millions de dollars a été intenté contre Dunkin' pour facturation supplémentaire du lait non laitier. Donc on peut s'attendre à ce que ce soit du lait, une appellation au lait, mais en fait c'est du jus végétal, quoi. Ce qu'on appelle le lait d'amande, le lait d'avoine, le lait de soja et tout ça. Donc ce procès, portant sur une partie jugée discriminatoire envers ceux qui, pour des raisons de santé, ne peuvent pas consommer de lait de vache, soulève des questions cruciales. Donc en fait le procès c'est je ne peux pas, on est encore dans les trucs de victimisation, vous savez là, je ne peux pas boire du lait de vache, donc vous devez pas me facturer plus cher mon lait végétal. Ouais, mais s'il coûte plus cher. Enfin, je sais pas. Bon bref, depuis 2018, les 10 plaignants ont payé entre 50 cents, enfin 0,50 dollars et 2,15 de plus pour des alternatives au lait dans leur boisson chez Dunkin' Donuts. Cette surcharge qualifie de taxe vegan est considérée comme discriminatoire, notamment pour les personnes allergiques ou intolérantes au lactose. Je sais pas comment vous interprétez le truc, mais moi j'ai quand même... est-ce que la taxe vegan... Enfin, il faudrait voir le prix à la base des matières premières. Si les matières premières sont au même prix, évidemment, là, il y a un problème. Et que la main-d'œuvre est la même, enfin, si tout est pareil et que le résultat est plus cher, oui, il y a une taxe végane. Si par contre, c'est moins cher, ou si c'est plus cher, c'est normal que le prix suive le coût de revient de celui qui produit, quoi. Donc le procès met en lumière l'impact disproportionné de cette taxe sur ceux qui choisissent un lait à base de plantes pour des raisons de santé, de droit des animaux, de préservation de l'environnement ou pour une alimentation plus saine.
environ 95% des Américains d'origine asiatique et 80% des Américains autochtones et noirs sont intolérants au lactose, ce qui rend cette surcharge particulièrement discriminatoire envers ces groupes. Si les plaignants gagnent, cela pourrait entraîner un changement significatif non seulement pour les consommateurs de Dunkin', mais aussi pour d'autres chaînes de café. Ce procès pourrait marquer un tournant dans l'équité et la fin de la taxe végane. Euh, alors, la taxe végane sur ceux qui choisissent un lait à base de plantes pour des raisons de santé, euh, c'est bizarre. Enfin, j'ai du mal à comprendre c'est quoi cette taxe végane. Euh, Parce que là, ils le disent comme si ça serait pour moi une taxe végane. Ça serait plutôt si vraiment le fait de manger vegan, c'est bon pour la planète, c'est bon pour la santé et tout. J'ai bien dit si jamais, c'est ceux qui ne mangent pas vegan qui devraient payer une taxe. Enfin, vous voyez je comprends pas. Bref. En tout cas, enfin moi personnellement, faudrait avoir tous les éléments, mais ça donne quand même le ton sur. Enfin, on pourrait aller beaucoup plus loin que ça. Par exemple, moi, je sais pas. Est-ce que, enfin, il y aura forcément, on trouvera. J'ai pas d'exemple qui me vienne en tête là tout de suite parce que j'ai lu l'article comme ça à chaud. Je l'ai pas lu avant. J'aime bien faire comme ça pour avoir mes vraies réactions et pas des trucs travaillés. Comment dire? J'ai pas d'exemple concret à vous donner par rapport à ça, mais ça me semble quand même étrange de parce qu'on a une problématique de payer, de demander à ce qu'un industriel, parce que on n'est pas obligé d'être intolérant. Par exemple, moi, je suis pas 100% intolérant au lactose, ou et c'est vrai que si on me demandait, tu veux un café au lait ou comment on appelle ça, j'en prends jamais moi de tous ces trucs-là, mais un cappuccino, bah je le demanderais au lait d'amande. Voilà, parce que par principe, je préfère. Parce que même si on n'est pas intolérant au lactose, très souvent, café plus lait égale courante. Hein. Et c'est vrai que enfin voilà, on n'est pas obligé d'être victime d'une intolérance pour prendre ce genre de produit. Après, est-ce que ce serait moi je dirais pas une taxe, mais une amende pour les véganes, quoi. Il faudrait le dire plutôt comme ça, de dire que les véganes sont taxés, mais ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que Dunkin' est conservateur et veut rester sur des produits. Enfin, c'est pas normal en fait. Il faudrait voir le procès. Je sais pas s'ils vont gagner ou pas, hein, parce que c'est encore une fois, ce sont les États-Unis, mais on voit bien dans le sens que prend les intolérances alimentaires et tout ça, et les petits bobos qu'on a tous, et on aimerait que le monde nous déroule un tapis rouge. On en a tous des bobos, j'en ai, vous en avez, tout le monde en a. Et à un moment donné, bah c'est les nôtres, ça nous regarde, enfin c'est comme ça. Et est-ce que ça sert à quelque chose de punir les fabricants parce qu'il n'y a pas ci pour nous qui avons ça, etc. Ou alors c'est plus cher la version alors qu'on peut pas prendre ça. C'est vraiment, bah oui, c'est la vie. Des fois il y a des trucs un peu compliqués et c'est comme ça, Voilà. Mais bon, on verra ce que ça dit. Après, quand l'alimentation influe sur l'immunité, étude sur les régimes véganes et cétogènes. Donc là, c'est une étude menée par les Instituts nationaux de la santé, NIH, qui révèle les changements rapides et distincts dans le système immunitaire suite à un changement de régime alimentaire alternant entre vegan et cétogène. Et cette étude a suivi les réponses biologiques des personnes adoptant ces deux régimes pendant 2 semaines chacun, dans un ordre aléatoire. Alors c'est vrai que en ce moment, alors au moment où j'enregistre le podcast, on est en 2024, donc si vous l'écoutez dans 10 ans, ça sera peut-être plus la même chose, mais d'ailleurs ce serait bizarre ça, hein, de me dire que vous l'écoutez dans 10 ans et qu'aujourd'hui on est en 2024, enfin, c'est très étrange comme sensation pour moi là, parce que bon, bref, le système immunitaire, c'est vrai que c'est quelque chose qui est on en parle beaucoup. Alors, très souvent, système immunitaire, on parlait de quoi? On parlait de ces dernières années, ça a été quoi? Ça a été la douche froide, l'exposition au froid,
la prise de certaines vitamines et l'activité physique et pas n'importe comment. Donc c'est vraiment les choses qu'on a explorées et même également la respiration et la pleine conscience, des choses comme ça. Je parle dans les approches de mode de vie. Évidemment, je parle pas de la médecine, je sais pas comment on dit, allopathique, médicamenteuse et tout ça. Non, je parle vraiment du mode de vie. En même temps, 2 régimes sont assez populaires, se tirent la bourre en ce moment. Le vegan, donc l'approche végane, qui n'est pas un régime, hein. Vegan, c'est un mode de vie, et le régime cétogène. Et en fait, ils ont vu que le régime vegan a stimulé les réponses liées à l'immunité innée. Donc innée, enfin de base, quoi, logiciel constructeur, quoi. La première ligne de défense non spécifique du corps contre les pathogènes. En revanche, le régime cétogène a favorisé des réponses liées à l'immunité adaptative. Donc on pourrait plus appeler, comment dire, épigénétique ou autre, c'est-à-dire qui se déclenche par rapport à l'environnement, quoi. Donc spécifique aux pathogènes et construite à travers les expositions de la vie quotidienne et par exemple une vaccination. Donc des changements métaboliques et des modifications dans le microbiote des participants, soit les communautés des bactéries vivant dans les intestins, ont également été observées. Donc ces découvertes soulignent que les régimes alimentaires peuvent affecter de manière significative et rapide les voies interconnectées du corps humain. C'est vrai, puisque là, le régime a été proposé pendant 2 semaines. Donc encore une fois, et là, ils n'ont pas pris des gens intolérants, machin, lactose, gluten, blablabla, des gens lambda, hein. Donc la recherche indique la possibilité de personnaliser les régimes pour prévenir ou compléter des traitements des maladies telles que le cancer ou les troubles inflammatoires. Ah oui, parce que si jamais vous avez une pathologie qui demande une immunité innée bien constituée, bah, vous allez plutôt les orienter véganes. Et si vous avez besoin d'adapter votre immunité, une immunité plutôt adaptative, eh ben, ce sera plutôt une approche cétogène. Ce qui peut expliquer aussi pourquoi parfois dans les études, quand ils veulent du blanc ou du noir, c'est-à-dire qu'ils veulent un résultat binaire sur l'immunité, parfois sur la cétogène ça marche et parfois ça marche pas, parce que selon le type d'immunité qu'on cherche à obtenir, c'est pas la même diète qui va fonctionner. Autre chose, la rapidité, rappelez-vous de cette rapidité, 2 semaines et l'immunité a été modifiée. 2 semaines. Et durant ces 2 semaines, il y a eu un ordre aléatoire d'utilisation de ces approches alimentaires. Donc c'est extrêmement rapide. C'est-à-dire que quand vous avez, par exemple, vous mangez un truc et que vous avez un symptôme derrière ou le lendemain, c'est pas, comment dire, n'oubliez pas que vous réagissez à une substance que vous venez de consommer. Par exemple, quand vous frottez les mains sur des orties, bon, il y en a pas beaucoup là où je vis, mais où je vivais quand j'étais gosse, il y en avait partout. Ça fait des petites plaques, là, des petits boutons, ça gratte, c'est quasiment immédiat. D'abord, ça pique quand vous frottez la main, puis après, ça fait des espèces de petites plaques de granulés là sur la peau, des petits boutons à moitié fusionnés, et ça démange, et puis après, ça se barre. Bon, ben voilà, vous avez une réaction quasiment, je vais pas dire instantanée, mais dans les 5 minutes, voilà. C'est un peu la même chose, hein, quand vous mangez un aliment, si votre corps il en veut pas ou si ça l'irrite ou autre, il va pas attendre 1 mois, 2 mois pour vous le faire savoir. Ça va être relativement rapide, quoi. Voilà. Et d'ailleurs, quel que soit le mode d'alimentation qu'on a, il va y avoir une période de transition, et cette période de transition, ça peut être, enfin, on en parle de temps en temps, mais c'est vrai que là, j'en ai parlé avec un ami récemment, donc ça m'y fait penser. J'ai un bon ami là qui fait un régime, et dans son régime, en fait, c'est un régime assez sévère, hein, qu'il fait, heu et du coup, quand il sort un peu de ce régime, périodiquement pour se faire un repas plaisir ou autre, il a beaucoup de nausées et tout ça parce que dans son approche alimentaire, il a beaucoup coupé les graisses. Et donc forcément, quand on coupe les graisses comme ça, la vésicule, l'estomac, enfin bon, tout le système enzymatique qui est là pour bien émulsifier les graisses dans le système digestif se met un petit peu au repos, en fait, hein. Si vous le sollicitez moins, il est pas con, hein, il va pas s'amuser à être hyper stimulé s'il y a pas de raison. Le problème, c'est que quand vous envoyez d'un coup plein d'aliments très gras, que ça soit au niveau
de l'estomac ou même un peu plus loin dans le système digestif, au niveau du duodénum et tout, vous allez avoir une sécrétion peut-être un petit peu trop légère par rapport à la quantité de graisse et il peut avoir des sensations de nausée, d'être pas bien, des remontées comme ça là, un peu des relents un peu et c'est souvent les graisses qui font ça parce que très souvent dans les régimes un peu agressifs, les gens coupent toutes les graisses. Et ça, c'est une erreur. Moi, j'ai pas ce problème, hein, honnêtement, même quand je fais une sèche un peu violente, c'est pas les graisses qui me posent problème, puisque des graisses, j'en consomme. Par contre, c'est les glucides. Moi, si vous me faites remanger des tonnes de glucides, surtout contenant du gluten, après une privation de je sais pas combien de temps pour une sèche, même de 7 jours par exemple, hein, je vais avoir des réactions immunitaires, le nez bouché, des problèmes un peu digestifs et tout. Et voilà, on est toujours, comment dire, victime des choses qu'on a enlevées, quoi, en gros. Et ça montre bien que le corps s'habitue à une chose et se déshabitue très vite d'une autre. Et il faut pas chercher, mais qu'est-ce qui est bien? Parce qu'il y en a qui vont faire un raccourci, qui vont dire, bah, finalement, faut pas arrêter ces merdes, faut continuer. Non, c'est juste que peut-être que il faut pas manger tout le temps, en fait. Faut avoir une forme, pas d'équilibre, mais de, enfin, c'est surtout la nature des nutriments, plus que des aliments, parce que d'enlever toutes les graisses, on voit bien que déjà le corps, il a besoin de graisse, mais on voit bien que ça pose des problèmes au niveau digestif après, quoi. Et ça veut pas dire qu'il faut conserver les mauvaises graisses, mais on peut conserver des graisses sans qu'elles soient mauvaises. C'est-à-dire qu'au lieu de couper toutes les graisses, on peut se dire, OK, j'enlève toutes les graisses de merde et je conserve l'huile d'olive, un peu d'huile de coco de temps en temps, des oléagineux, du jaune d'œuf, bon voilà, des avocats, du poisson gras. Bref, vous connaissez la liste, elle est longue. Enfin, elle est pas très longue d'ailleurs. Ah oui, alors, sachez une chose, c'est que tout ce dont nous parlons ici est linké dans les notes de cet épisode, hein. Vous avez, alors il y en a qui savent pas trop comment aller voir les notes sur les podcasts. Donc par exemple, si vous êtes sur Apple Podcast, je vais refaire un petit tuto. Mais quand vous êtes sur Apple Podcast en train d'écouter un podcast, vous ouvrez le podcast, vous savez, il y a marqué le nom en haut de l'épisode, rien à lire ensuite, les épisodes que vous ajoutez ici en file d'attente apparaîtront ici, blablabla. Et ben vous cliquez sur l'espèce des trois petits points en haut à droite. Oui, il y a un rond avec trois petits points qui suivent, vous cliquez dessus, et après vous avez plusieurs choses qui s'affichent, et il y a marqué accéder à l'épisode. Et ben vous mettez accéder à l'épisode, et là, vous allez avoir... Non, c'est pas ça, je me suis trompé. Zut, c'est accéder au podcast, pardon. Et vous allez pouvoir accéder directement au lien de l'épisode. Non, non, c'est bien ça. Vous avez deux liens, c'est accéder à l'épisode ou accéder au podcast. Si vous mettez accéder à l'épisode, vous allez tomber sur ma page avec toutes mes notes. Donc ça vous permettra de voir l'intégralité des notes. Et parfois, il y a des sujets que je ne traite pas en podcast, mais qui sont dans les notes, parce que le podcast était déjà suffisamment long, etc. Et je voulais pas... Parce que c'est difficile de vous satisfaire tous. Hein. Certains veulent du podcast très long, d'autres veulent du court, parce que s'il est trop long, ils sont frustrés de pas pouvoir l'écouter en entier. Bon, il y en a là qui m'écoutent, ils sont sur les cabinets, d'autres ils sont en train de courir. Bon, il y a d'autres sont dans les bouchons en allant bosser. J'essaye de satisfaire tout le monde, c'est pas évident. Mais j'ai trouvé à peu près la durée qui va bien. C'est celle que vous écoutez en ce moment. Bon, les multivitamines. Un multivitamine par jour, un espoir pour la mémoire des seniors. Bon, il y a beaucoup de... Alors, non seulement je reçois beaucoup de questions, mais il y a également beaucoup de documentaires et tout qui sont faits pour dénoncer les multivitamines, dire ça sert à rien et tout. Alors, je vais vous expliquer le travail d'un journaliste. Le travail d'un journaliste, c'est de faire un reportage à la base qui est pas qui dénonce ou qui... Ouais, c'est un reportage qui est censé fournir la vérité. Donc mettre de l'éclairage par rapport à un sujet et d'être capable d'être très très objectif et de faire un pas en arrière, d'aller se sourcer pour voir ce qu'il en est réellement. Mais ça se limite à son domaine de recherche, c'est-à-dire c'est pas un expert des multivitamines, c'est un expert de la recherche, logiquement. C'est-à-dire qu'il est capable de récolter de l'information fiable pour vous la fournir. La problématique, c'est que depuis le scandale un petit peu de, comment on appelle ça là, de l'homéopathie, ça a fait le buzz, voilà, il y a eu ça a scindé la population, il y a ceux qui y croient plus du tout.
Et d'ailleurs, quand vous allez à la pharmacie, moi, on a encore essayé de me vendre un truc des granules là. Bon, moi personnellement, ça me fait rien. Et quand on voit comment c'est dilué, surdilué, surdilué, enfin, ça fait quelque chose si vous y croyez, hein, puisque l'effet placebo, il y a un effet réel. Donc, si vous y croyez, il n'y a pas de problème, ça va fonctionner. Donc, moi, je suis pour. Hein. Je préférerais avoir que du placebo dans la vie, ça serait mieux, comme ça au moins on n'ingère rien, quoi. Mais bon, et les reportages essaient d'avoir ce succès rencontré par la dénonciation de l'homéopathie pour un autre sujet. Donc ils tirent à balles réelles sur les vitamines et tout, mais je sais pas pourquoi ils font ça. Hein. Je vois pas pourquoi ils s'acharnent contre les multivitamines, les vitamines synthétiques, puisqu'en fait il y en a partout. Il y en a pas que dans les compléments alimentaires. Hein. Il y en a dans les céréales qu'ils donnent à leurs gosses. Il y en a dans tout un tas d'aliments comme ça, notamment transformés. Et ils se posent pas la question de savoir déjà pourquoi ils les ont mis. Parce qu'en fait, moi je vous le dis, il y a tellement plus rien dedans qu'ils rajoutent des vitamines pour les rehausser un petit peu. Et surtout, c'est un argument marketing à mettre sur le packaging. Voilà. Donc, une étude récente sur le rôle des multivitamines dans la prévention cognitive chez les personnes âgées révèle des résultats prometteurs. Donc menée par les chercheurs de Mass General Brigham dans le cadre de l'étude Cosmos. Elle a porté sur 573 participants et a été renforcée par une étude incluant plus de 5000 participants. Donc les résultats indiquent un bénéfice statistiquement significatif des multivitamines sur la mémoire et le ralentissement du vieillissement cognitif par rapport à un placebo. Donc c'est mieux que le placebo pour le vieillissement cognitif. Plus précisément, l'étude a montré que la prise quotidienne de multivitamines pouvait ralentir le vieillissement cognitif global de l'équivalent de 2 ans. Ce qui est bien 2 ans. 2 ans sans perdre la boule, c'est cool. Donc les multivitamines utilisées dans l'étude contenaient plus de 20 micronutriments essentiels, suggérant leur potentiel pour prévenir la perte de mémoire et favoriser un meilleur vieillissement cognitif. Cette découverte est particulièrement pertinente étant donné que d'ici 2060, près d'un quart des Américains seront dans une tranche d'âge à risque élevé de déclin cognitif de la maladie d'Alzheimer. Donc maladie d'Alzheimer, aussi appelée de plus en plus le diabète de type 3. Hein. Les chercheurs soulignent l'importance de comprendre les mécanismes par lesquels les multivitamines peuvent protéger contre la perte de mémoire et le déclin cognitif, en se concentrant notamment sur le statut nutritionnel et d'autres facteurs liés au vieillissement. Donc encore une fois, vous avez la source, alors c'est en anglais, hein, complète de l'article, si ça vous dit, vous pouvez aller le voir. Après, en fait, vous pouvez vous dire une chose, c'est que de pas y croire, c'est une chose. Après, il y a la littérature scientifique qui dit autre chose. Et dites-vous une chose, c'est que des vitamines, vous en mangez déjà. C'est-à-dire que même si vous êtes contre les multivitamines en complément alimentaire, si vous avez une alimentation du français moyen, ce qui est peu probable, hein, puisque je pense que si vous m'écoutez, vous essayez d'avoir une alimentation saine, vous faites attention et tout, mais si vous avez eu ce genre d'alimentation par le passé, vous avez déjà été exposé à des compléments alimentaires. Puisque vous allez prendre des produits vous avez dû prendre des produits qui ont été enrichis en fer, en minéraux, enfin je sais pas, le fer c'est souvent le cas, en vitamine C ou en vitamine D ou des choses comme ça. Et donc, sans le savoir, vous avez déjà pris des compléments alimentaires. Là, c'est le geste de prendre la gélule qui est dérangeant. Mais si, par exemple, je vous donne un jus de fruits, bon, je sais que vous en consommez pas parce que c'est de la daube, mais admettons avant, vous avez pris un jus de fruits enrichi en vitamine C, bah, pour vous, c'est normal parce que fruits, vitamine C, ça passe mieux. Ouais, sauf que, dans la réalité, c'est un complément alimentaire qu'on a foutu dans un jus de fruits. Donc, vous prenez votre gélule de vitamine C avec votre verre d'eau, c'est la même chose, sans les inconvénients du fructose. Donc ils ont identifié ça et enfin moi je suis pas je tire pas à balles réelles sur les compléments alimentaires, notamment les vitamines, pour la simple et bonne raison que les aliments qu'on mange aujourd'hui, même si on mange de saison et tout, on a peu de chances d'être carencé, ok, mais quand on a des besoins un petit peu plus, on va dire, soutenus, parce qu'on fait du sport ou parce qu'on travaille en extérieur ou autre, c'est vrai que
Les compléments alimentaires peuvent devenir intéressants pour les personnes qui font des régimes, pour les personnes anorexiques, pour les personnes qui, voilà, qui ont des troubles de l'alimentation, d'essayer d'avoir au moins le minimum syndical au niveau des micronutriments pour qu'elles se retapent un petit peu. Et puis après, de toute façon, c'est une histoire de calories. Hein. Faut remettre faut remettre des bûches dans le foyer, quoi, pour que la chaudière se remette à fonctionner, tout simplement. Allez, je passe au sujet suivant, des images positives du corps sur les réseaux sociaux, une clé pour l'estime de soi. Donc, une étude récente de l'université de Surrey révèle que l'exposition à des images positives du corps sur les réseaux sociaux améliore la satisfaction corporelle et diminue les préoccupations liées au poids chez les hommes et les femmes. Bon, je disais que chez les hommes, mais j'ai vu les hommes tout à l'heure, ça m'a choqué. Parce que c'est... Ah oui, voilà. Cette étude unique a examiné l'impact des images idéalisées et des images célébrant la diversité corporelle présentes sur Instagram. Si les effets sur les femmes ont déjà été étudiés, ceux sur les hommes étaient jusqu'alors méconnus. Donc les chercheurs ont constaté que l'exposition à des images idéalisées diminuait l'humeur positive et la satisfaction corporelle chez les deux sexes. En revanche, les images promouvant la positivité corporelle, en augmentant la satisfaction corporelle et réduit l'envie de minceur, tant chez les hommes que chez les femmes. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, il y a beaucoup de publicités en ce moment. On voit des publicités où on voit des gens faire des pompes, des abdos et tout, mais des gens en surpoids, pour que les gens en surpoids puissent plus s'identifier à ça que de voir quelqu'un qui a des abdos veineux, déchirés, etc., en train de s'entraîner, quoi. Toutefois, ces images n'ont pas diminué les préoccupations des hommes concernant leur musculature, suggérant que la positivité corporelle est souvent perçue comme étant plus axée sur le corps, au niveau de la taille, en fait, du corps, pas de masse musculaire. L'étude souligne l'importance des images positives du corps sur les plateformes des médias sociaux, rappelant que tous les corps sont différents et qu'il ne faut pas se comparer à des images irréalistes. Alors, moi, je ne vais pas parler pour le reste de la planète, je vais parler pour moi. Je ne suis pas inspiré par une personne en surpoids qui fait des pompes. Et quand j'étais en surpoids, donc obésité modérée, avec un IMC au-dessus de 30, je n'étais pas non plus motivé par des personnes en surpoids. Donc j'aimerais juste mettre de la nuance dans cette approche. Moi, j'ai toujours été inspiré par les sportifs, les athlètes. C'est eux qui me donnaient envie de me dépasser. Et c'est pas en regardant des personnes qui me ressemblaient que j'avais envie de me dépasser. Après, est-ce que ça jouait sur mes humeurs ? Écoutez, j'en sais rien. En tout cas, d'être en surpoids, ça jouait sur mes humeurs, ça me rendait plutôt négatif que positif. Et par contre, perdre ce poids-là m'a plutôt rendu positif, donc améliorer mes humeurs, que l'inverse. Mais encore une fois, ce n'est que mon cas personnel. Je ne veux pas parler pour l'intégralité des gens, puisque visiblement, il y a des gens, ça leur réussit très bien. Tant mieux pour eux. Moi, ça n'est pas mon cas, et peut-être parce que je suis conscient que le surpoids, c'est un terrain propice à la mauvaise santé, à la dépression, à un niveau de séduction plus bas, puisque ça a été démontré dans les études, hein, quand on ne soumet pas les gens à un jugement moral, ils choisissent des personnes qui ont la ligne, plutôt les épaules larges pour les femmes choisissent des hommes plutôt avec des épaules larges, une taille fine, des abdos apparents, un dos un peu épais et tout ça, qu'une personne avec un dad bod comme on dit. Donc toutes les études montrent que on s'accepte comme on est et tout, c'est faux. En fait, hein, on le dit face caméra, on le dit quand on est jugé par les autres, mais quand il s'agit de réellement choisir, dans l'intimité, on va dire, masquer des regards, dans ses propres fantasmes, on ne choisit pas des personnes en surpoids. Voilà, il faut à un moment donné l'accepter, que c'est une réalité, et pas faire croire à des personnes en surpoids que si t'es pas heureux aujourd'hui, c'est que tu ne sais pas t'accepter comme tu es. Non, c'est peut-être que tu n'as pas envie de t'accepter comme tu es, que tu as envie de changer, mais que tu n'as pas encore trouvé la clé. Il y a peut-être deux possibilités, en fait. Oui, tu peux t'accepter comme tu es, ou alors peut-être que tu n'as pas envie de t'accepter comme ça. Et c'est peut-être pas une mauvaise chose, en fait, de pas avoir envie de s'accepter en surpoids, avec potentiellement des risques pour la santé. Voilà, normalement, il faut que ça soit fluide. C'est-à-dire que moi, je rencontrais des gens en surpoids qui ont un niveau de bonheur dans la vie qui me semble être beaucoup plus élevé que le mien. Ça arrive, c'est possible. Mais il y en a aussi qui souffrent. Et malheureusement, pour écouter parfois des psychologues en parler, très souvent, même ceux qui
donnent l'impression d'être très heureux, un jour ou l'autre, ils finissent par essayer de faire un régime. Donc c'est bien que derrière, il y a quelque chose, soit au niveau de la santé, soit au niveau de la psychologie. Donc, à un moment donné, il faut être honnête, parce que de jouer comme ça avec ces images d'estime de soi et tout, on joue aussi avec la santé réelle des gens. Donc d'un côté, il y a la santé mentale qui est une santé réelle aussi, puisque c'est une réalité, la santé mentale, mais il y a la réalité aussi de la santé physiologique qu'il faut être capable de dire et de pas toujours jouer avec l'un ou l'autre. C'est essayer de combiner les deux. Essayer de dire, si tu perds du poids, tu seras aussi tu auras une meilleure estime de toi et tout. Il n'y a pas que le fait de t'accepter en surpoids. Donc, voilà. Mais bon, bref. En tout cas, de voir que des images de personnes super affûtées, alors que nous, on ne l'est pas, ça peut conduire chez certaines personnes à des humeurs négatives, et voir des personnes qui leur ressemblent, ça peut amener à des humeurs positives. Bah, d'ailleurs, c'est un petit peu, j'aime bien moi étudier, pas le cinéma, mais l'art, si, le cinéma, les acteurs et tout ça, j'aime bien, heu, ces métiers-là, et donc du coup, j'aime bien lire des biographies ou de regarder des documentaires, des analyses et tout, et et en fait, il y a beaucoup de personnes qui n'étaient pas du tout attirées par les films d'action, Stallone, Schwarzenegger, Van Damme et tout ça, donc tous ces héros costauds, mais ils ont été attirés tout de suite par le héros Bruce Willis dans Die Hard. Pourquoi? Parce que c'est, entre guillemets, un loser, divorcé, qui a un physique de monsieur et madame tout le monde, et qui pourtant devient un héros. Et les gens préfèrent s'identifier. On réussit. Beaucoup de gens se sont beaucoup plus identifiés à Die Hard qu'à Predator ou à Commando, quoi. Et d'ailleurs, dans les succès, même si nous, on connaît les deux, je pense que globalement, Die Hard a eu un succès plus retentissant dans l'inconscient collectif que Commando, par exemple. Mais après, il y a des gens aussi qui sont inspirés par le muscle à la télé, hein, l'action pure et dure. Genre aujourd'hui, il y a les Expendables, des choses comme ça. Bon, voilà, ça dérange pas, quoi. Mais en fait, ça montre qu'il y a on n'est pas tous égaux par rapport à ce qui nous rend positif ou négatif. Il y en a qui aiment bien on peut le regarder autour de soi, hein. Il y en a qui d'aller picoler, fumer, tout ça, avec des amis, ça les réconforte. Ils sont comme moi, donc c'est bon, je vois pas pourquoi je devrais arrêter. Et d'autres, au contraire, ça va les repousser. On va se dire, oh là là, si je suis toujours là-dedans, je m'en sortirai jamais. Ça, il y a un truc, on n'est pas tous câblés de la même façon. Et l'un n'est pas mieux que l'autre, hein. C'est pas ça. C'est juste qu'il faut comprendre qu'on n'est pas tous égaux, et d'imposer un mode de fonctionnement me semble pas la bonne chose, quoi. Alors, j'en reviens aux tractions, mais c'est vrai que les tractions, il y a aussi cette image de soi, quoi. Bah, peut-être moins pour les femmes, à vous de me dire, parce que moi je suis un homme, mais en tout cas chez les hommes, c'est le cas. C'est-à-dire que quand on a un groupe de potes, et qu'il y en a un qui passe pas les tractions, on a un peu la honte, quoi. C'est nul, ça fait chier, et puis on a envie d'y arriver. Le problème, c'est que si on est à la salle de sport, qu'on est un peu fragile et tout ça, qu'on n'a pas trop envie de se faire juger, ou qu'il y a la nana qui nous plaît, qui est dans le coin, machin, on n'a pas forcément envie de se lancer sous la barre et de rester bloqué à mi-parcours parce qu'on n'a pas la gouache pour monter, quoi. Alors les tractions, en plus, c'est traître, parce que les tractions, c'est pas parce que vous êtes capable de tirer votre poids de corps au tirage vertical à la poulie que vous êtes capable de faire une traction. C'est ça qui est fou. Vous pouvez même porter beaucoup plus lourd que votre poids sur comment dire, la poulie. Vous n'allez pas réussir à faire une traction, parce que la traction, c'est un, comment dire, c'est un système domino, quoi. C'est-à-dire que c'est un mécanisme. C'est comme une montre suisse, quoi. Vous allez avoir plusieurs engrenages qui doivent se synchroniser pour que le corps puisse monter. Et les gens ignorent ça. C'est-à-dire qu'ils tirent comme des porcs pour essayer de monter, mais ça marche pas, ils n'y arrivent pas. Ils restent bloqués, c'est un effort intense. Sauf que quand on leur débloque ça, on leur explique, mais en fait, c'est comme ça que ça marche. Bim, ils arrivent déjà dès la première journée à passer leur traction, quoi. Donc c'est là-dessus que j'ai voulu travailler, moi, ce week-end, et pour justement débloquer chez tout le monde la première traction, de réussir à en faire 10 d'un coup, et puis en série après à l'avenir, parce que c'est vrai que c'est un exercice. Quand vous savez faire des tractions,
ça vous permet quand même de vous entraîner dans beaucoup plus d'endroits. Vous vous promenez sur un parcours de santé ou un parc de street workout en plein air. Bon, il y a des barres droites et tout. Ça vous permet de pouvoir en faire tranquillement, alors que quand vous savez pas en faire, vous faites que des abdos, des relevés de jambes, des dips si vous savez les faire, mais vous faites pas de traction, quoi. Et là, vous pouvez vous entraîner un peu plus souvent, un peu dans des endroits un petit peu plus différents, et donc de devenir un peu plus autonome, quoi. Donc si ça vous intéresse d'avoir ce petit guide là sur votre téléphone, allez voir dans la description, c'est disponible. Sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Très bonne journée à toutes et à tous. Bye bye. Merci d'avoir écouté cet épisode. Alors, avant de partir, j'avais juste quelque chose à vous partager. C'est vrai que vous avez peut-être des temps morts à meubler, que ce soit des temps de trajet dans les transports en commun, du cardio un petit peu long sur un tapis de course, ou alors tout simplement envie de remplacer les programmes que vous avez la soirée pour de l'apprentissage. Vous êtes peut-être adepte des émissions, des documentaires, des reportages, etc. Sauf que dans le monde de la musculation, de la nutrition, du développement, d'un mode de vie sain, etc. C'est un peu maigre en contenu dans les médias grand public. Et donc, ce que je vous propose, moi, personnellement, c'est d'aller faire un tour dans la bibliothèque alors, c'est un Netflix version fitness privée qui vous coûtera moins cher qu'un lavage auto au rouleau par mois. Et là, vous avez vraiment tous les sujets. Alors, c'est plein de cours que je propose. Il y en a déjà plus de 300. Ce sont sur le sommeil, sur les hormones, sur la nutrition. Donc ça peut être pourquoi on a faim, pourquoi on n'arrive pas à tenir un régime, comment faire, quelles sont les solutions, mais aussi d'anatomie pour l'entraînement, des programmes d'entraînement. Donc tout ce qui est lié à la perte de graisse, si vous avez du gras sur le bas du ventre depuis des années, ou alors si vous avez du mal à prendre de la masse musculaire, tous ces sujets du plus connu, entre guillemets, du plus recherché au plus pointu, tous ces sujets sont largement abordés dans cet espace VIP. Donc, pour rappel, pour y accéder, vous avez un lien en description. Si vous ne le trouvez pas, vous allez sur www.fitnessmiss.fr et vous faites devenir membre. Voilà, vous trouverez sur le site. Et vous accédez à ce contenu caché que vous pourrez écouter partout. Voilà, je vous laisse ici. Très bonne fin de journée à tous.